Quand j'ai pris le téléphone pour demander à mon fils Martin à quelle heure serait son mariage, ma belle-fille Diana m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec un sourire glacial. « Ah, on s'est déjà marié hier. On n'a invité que des personnes spéciales. » Ces mots sont tombés sur moi comme un seau d'eau froide. Moi, qui depuis 3 ans ai payé leur loyer de $500 chaque mois, qui ai acheté chaque meuble de leur maison, qui ai rempli leur frigo quand ils n'avaient même pas de quoi manger, je n'étais pas une personne spéciale. Je suis resté là, debout dans le salon de ma propre maison, tenant ce téléphone comme s'il pesait une tonne, voyant mon fils éviter mon regard pendant que Diana se mettait à l'aise sur le canapé que je leur avais acheté. La robe rose que j'avais choisie pour leur mariage pendait inutile dans mon armoire, à côté des chaussures neuves et de l'illusion de faire partie du jour le plus important de la vie de mon unique fils. J'avais dépensé $200 pour cette robe en pensant à quel point je serais belle sur les photos du mariage de Martin, des photos dans lesquelles je n'apparaîtrais jamais. Pendant des semaines, j'avais tout planifié dans les moindres détails. J'avais mis de côté $1000 supplémentaires pour leur offrir comme cadeau de mariage. J'avais appelé ma sœur au Mexique pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'avais nettoyé ma maison de fond en comble en pensant qu'il viendrait peut-être fêter avec moi après la cérémonie. Tout s'est effondré en une seconde avec ces 4 mots empoisonnés, seulement les personnes spéciales. Martin a finalement levé les yeux et m'a dit avec une voix qui sonnait comme apprise par cœur. « Maman, c'était quelque chose d'intime, très petit, juste nous deux et les témoins. » Mais je savais que c'était un mensonge. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. J'ai vu les parents de Diana poser fièrement avec les mariés. J'ai vu ses frères trinquer au champagne. J'ai vu la robe blanche de Diana, que j'avais contribué à payer avec les $500 que je lui avais donnés pour ses dépenses personnelles le mois dernier. J'ai vu tout ce à quoi je n'avais pas été invité. Une semaine plus tard, exactement 7 jours après cette humiliation, Diana m'a appelé avec une voix complètement différente. Ce n'était plus la femme sûre d'elle qui m'avait exclu du mariage. Elle sonnait désespérée, presque suppliante. « Dulce, le loyer est en retard. Le propriétaire nous met la pression et dit que si on ne paie pas cette semaine, il va nous expulser. Tu as oublié de faire le virement. » Sa voix tremblait légèrement, comme si le monde s'écroulait autour d'elle. Je suis resté silencieuse quelques secondes, me souvenant de toutes les fois où j'étais allé en urgence à la banque pour faire ce virement, de toutes les fois où j'avais annulé mes propres projets pour être sûr qu'ils aient un toit. De toutes les fois où je m'étais contenté de riz et de haricots pour pouvoir leur donner de l'argent pour leurs envies. Et maintenant, après m'avoir exclu du moment le plus important de leur vie, ils avaient le culot de m'appeler comme si de rien n'était. « Diana, lui ai-je dit avec un calme qui m'a moi-même surprise, tu ne savais pas que je n'aide que les personnes spéciales ?» Le silence à l'autre bout de la ligne a été si profond que j'ai pu entendre battre mon propre cœur. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui tremblais, c'était elle. « Dulce, je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. « On a toujours été spéciaux pour toi. Tu es comme une seconde mère pour moi. » Mensonge. Des mensonges enveloppés dans cette voix douce qu'elle n'utilisait que quand elle avait besoin de quelque chose. La même voix qu'elle avait utilisée pour me demander de l'argent pour la robe de mariée, pour le voyage de noces, pour les alliances que j'avais aidé à financer sans savoir que je ne verrais jamais la cérémonie où ils se les échangeraient. Pendant tant d'années, j'ai vécu avec cette sensation constante de marcher sur des œufs, en pesant chaque mot, chaque geste, chaque cadeau, dans l'espoir de recevoir une miette d'affection de mon propre fils. J'ai été la mère parfaite, la belle-mère arrangeante, la fournisseuse silencieuse qui ne protestait jamais quand on me traitait comme si j'étais invisible. Mais cette phrase, seulement les personnes spéciales, a réveillé quelque chose en moi qui dormait depuis bien trop longtemps. J'ai calculé mentalement combien d'argent j'avais dépensé pour eux en 3 ans. Entre le loyer, la nourriture, les cadeaux, les urgences et les caprices, plus de $20 000. $20 000 que j'avais sortis de ma pension, de mes économies, de l'argent que mon défunt mari avait laissé pour que je vive tranquillement mes dernières années. Tout ça, pour être traité comme une étrangère le jour du mariage de mon propre fils. Ce soir-là, après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de frustration accumulée, d'années d'humiliations avalées en silence. J'ai pleuré pour toutes les fois où on m'a fait sentir que mon amour était un fardeau, que ma présence était gênante, que mon argent était la seule chose de valeur que j'avais à offrir. J'ai pleuré pour la mère naïve que j'avais été, pour la femme qui s'était perdue en essayant d'être indispensable pour ceux qui la considéraient comme jetable. Le lendemain matin, en me réveillant, quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison.
C'était plus profond, plus froid. Je me suis levé et je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Les mêmes yeux fatigués qu'avant, les mêmes rides qui racontaient des années à donner de l'amour sans en recevoir en retour. Mais il y avait quelque chose de différent dans mon regard, une dureté que je ne reconnaissais pas, une détermination enfouie sous des années de complaisance. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé mon café, comme chaque matin depuis 40 ans. Mais cette fois, je n'ai pas pensé à appeler Martin pour lui demander comment il allait. Je n'ai pas regardé mon téléphone en espérant un message d'excuse pour l'humiliation de la veille. Pour la première fois depuis longtemps, ma première préoccupation de la journée, c'était moi. Je me suis assise à la table où j'avais tant de fois planifié des surprises pour eux, compté des billets pour leurs dépenses, pleuré en silence quand ils me traitaient avec indifférence. Cette table allait maintenant être le témoin de quelque chose de totalement différent. J'ai sorti mon chéquier, mes relevés bancaires et j'ai commencé à faire mes calculs. Je voulais voir en chiffres exacts l'ampleur de ma propre bêtise. Loyer, $500 par mois sur 36 mois égale $18 000. Nourriture et courses, environ $200 par mois égale $7,200. Cadeau d'anniversaire, Noël, anniversaire, au moins $3,000. Urgence médicale de Diana, $800. Prêt pour leur voiture, jamais remboursé, $2,500. Réparation de la climatisation, $600. Meubles du salon, $1,200. Total, $33,400. $33,400 que j'avais sortis de l'héritage de mon mari, de ma pension, des économies que j'avais mises de côté centime par centime pendant des décennies de travail honnête. Tout cet argent jeté à la poubelle pour maintenir dans le confort deux adultes qui ne pouvaient même pas faire semblant de me respecter. Le téléphone a sonné et j'ai vu le nom de Martin s'afficher. D'habitude, j'aurais couru pour répondre, le cœur battant, espérant qu'il me demanderait enfin pardon, qu'il m'expliquerait que tout avait été un malentendu. Mais cette fois, j'ai laissé sonner une fois, 2 fois, 3 fois, et j'ai continué à boire mon café comme si de rien n'était. 10 minutes plus tard, ça a encore sonné. Cette fois, c'était Diana. Je l'ai laissé sonner aussi. Puis un message de Martin est arrivé. Maman, réponds au téléphone. On doit te parler d'urgence. J'ai effacé le message sans répondre. À 2 heures de l'après-midi, j'ai décidé d'aller marcher. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas fait juste pour moi, sans devoir aller quelque part pour eux, la banque pour les virements, le supermarché pour leur acheter quelque chose, la pharmacie pour les médicaments de Diana. Aujourd'hui, j'ai marché simplement parce que j'en avais envie. Je suis passé par le parc où j'emmenais Martin quand il était petit. Je me suis souvenu de ce petit garçon tendre qui me serrait fort et me disait que j'étais la meilleure maman du monde. À quel moment est-il devenu cet homme qui me traite comme un distributeur automatique avec des sentiments? Quand ai-je commencé à confondre amour et argent? Quand ai-je commencé à croire que je devais acheter l'affection de mon propre fils? À la banque, où j'avais tant de fois fait des virements automatiques, je me suis arrêté devant la porte. Le directeur, Carlos Mendoza, m'a vu à travers la vitre et m'a salué de la main. Je le connaissais depuis des années. C'est lui qui avait traité chaque virement à Martin et Diana, qui avait vu mon compte se vider mois après mois pour les remplir, eux. Je suis entré et je suis allé directement dans son bureau. Don Carlos, lui ai-je dit, je veux annuler tous les virements automatiques que j'ai programmés. Il m'a regardé, surpris. Pendant 3 ans, ces virements avaient été aussi réguliers que le lever du soleil. Vous êtes sûr, Donia Dulce? Il s'est passé quelque chose? Son inquiétude était sincère, plus sincère que tout l'intérêt que Martin avait montré pour moi ces derniers mois. Il s'est passé que j'ai enfin ouvert les yeux, ai-je répondu. Je veux tout annuler, et je veux aussi des informations sur comment protéger mes comptes. Je ne veux que plus personne ait accès à mon argent. Pendant que Carlos traitait les annulations, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Martin, Diana, Martin encore. C'était comme s'ils avaient un radar pour détecter quand leur source de revenus était en danger. J'ai complètement éteint mon téléphone. Donia Dulce, m'a dit Carlos en me remettant les papiers, excusez-moi de me mêler de ceux qui ne me regardent pas, mais en toutes ces années je vous ai vu très généreuse avec votre famille. J'espère qu'ils ne vous mettent pas la pression pour faire ces changements. Ces mots m'ont touché profondément. Cet homme, qui ne me connaissait guère au-delà des transactions bancaires, montrait plus de vraies préoccupations pour mon bien-être que mon propre fils. Ils ne me mettent pas la pression, don Carlos. Au contraire, j'ai enfin arrêté de me mettre la pression moi-même.
En sortant de la banque, je me suis sentie étrangement légère, comme si j'avais laissé un poids énorme dans ce bureau. Pour la première fois depuis des années, mon argent m'appartenait complètement. Je n'avais plus d'engagement financier envers des personnes qui me voyaient comme une ressource plutôt que comme un être humain. J'ai marché vers ma maison en pensant à toutes les choses que j'avais arrêté de faire pour plaire à Martin et Diana. Les voyages que je n'avais pas faits pour économiser pour eux. Les amis que je ne voyais plus parce que j'étais toujours disponible pour leurs urgences. Les loisirs que j'avais abandonnés parce que chaque peso dépensé pour moi était un peso en moins pour leurs besoins. En arrivant chez moi, j'ai trouvé 3 voitures garées devant ma porte, celle de Martin, celle de Diana et une que je ne reconnaissais pas. Je pouvais voir du mouvement à l'intérieur de ma maison par les fenêtres. Mon sang s'est glacé. Ils avaient des clés. Je les leur avais données parce que je leur faisais confiance, parce que je pensais qu'un jour ils prendraient soin de moi comme j'avais pris soin d'eux. J'ai respiré profondément avant d'ouvrir la porte. Il était temps de vivre la première vraie confrontation de ma nouvelle vie. J'ai ouvert la porte et je suis tombé sur une scène que je n'oublierai jamais. Martin était assis sur mon canapé, la tête entre les mains. Diana faisait les 100 pas comme une bête en cage. Et il y avait un homme plus âgé que je ne connaissais pas, en train de consulter des papiers sur ma table à manger. Mes papiers. Mes documents personnels. Qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je demandé d'une voix plus forte que je ne l'avais imaginé. Les 3 m'ont regardé comme si j'étais l'intruse dans ma propre maison. Diana a été la première à parler, avec cette urgence désespérée que je lui avais déjà entendue au téléphone. Dulce, Dieu merci que tu sois là. Nous devons parler. Voici Monsieur Ramirez, il vient du cabinet d'avocats où nous avons consulté au sujet de ta situation. Ma situation? Ai-je répété, étonnamment calme. Je vais parfaitement bien. Martin a enfin levé la tête et m'a regardé avec ses yeux qui avaient été ceux d'un enfant innocent, mais qui maintenant ne reflétaient que de la panique financière. Maman, nous sommes allés à la banque et on nous a dit que tu avais annulé tous les virements. Don Carlos nous a expliqué que tu avais aussi bloqué notre accès à tes comptes. On ne comprend pas pourquoi tu as fait ça. Monsieur Ramirez, un homme d'une 50aine d'années en costume gris avec un sourire qui ne m'inspirait aucune confiance, s'est approché de moi la main tendue. Madame Dulce, je suis Fernando Ramirez, avocat spécialisé en droit de la famille. Vos enfants sont inquiets pour votre santé mentale et m'ont demandé d'évaluer la situation. Je ne lui ai pas serré la main. À la place, je suis allé directement à ma table à manger et j'ai ramassé tous mes documents qu'il avait consultés sans ma permission. Ce sont mes papiers privés. Vous n'avez aucun droit de les consulter sans mon autorisation. Maman, intervint Martin avec cette voix condescendante qu'il avait perfectionnée ces dernières années, nous sommes inquiets pour toi. Ton comportement a été très étrange ces derniers temps. D'abord tu nous exclus financièrement sans explication, ensuite tu ne réponds plus à nos appels. Nous avons pensé que peut-être tu avais besoin d'aide professionnelle. Diana s'est approchée et a essayé de me prendre la main avec cette fausse tendresse qu'elle réservait pour ses demandes. Dulce, ma chérie, nous savons que tu as subi beaucoup de stress. Peut-être que la solitude t'affecte plus que tu ne le penses. C'est normal, à ton âge, d'avoir des épisodes de confusion. Le mot confusion a résonné dans ma tête comme une alarme. Je comprenais maintenant pourquoi ils avaient amené l'avocat, ce n'était pas pour m'aider, mais pour me déclarer incapable mentalement et prendre le contrôle de mes finances. La même femme qui m'avait dit qu'elle n'invitait que des personnes spéciales à son mariage me traitait maintenant comme une vieille sénile. Je ne suis pas confuse, ai-je dit avec une fermeté qui les a tous fait taire. Je suis plus lucide que je ne l'ai été depuis des années, et vous allez sortir de ma maison tout de suite. Monsieur Ramirez a repris avec cette voix professionnelle que les avocats utilisent pour paraître raisonnables. Madame Dulce, je comprends que vous vous sentiez dépassée, mais vos enfants ont le droit légal d'intervenir s'ils estiment que votre capacité à prendre des décisions financières est compromise. Ils ont documenté plusieurs comportements inquiétants. Comportements inquiétants? Le rire qui est sorti de ma gorge était dur, presque cruel. Comme décider que mon argent est à moi. Comme choisir de ne plus financer la vie de 2 adultes qui me traitent comme une moins que rien? Diana a sursauté comme si je l'avais giflé. Nous ne t'avons jamais maltraité. Tu fais partie de notre famille. Tout ce que tu as sera à nous un jour ou l'autre. Nous faisons juste avancer le processus. Et voilà la vérité, nue et crue. Tout ce que j'avais finirait à eux. Dans leur tête, j'étais déjà morte et ils ne faisaient qu'encaisser leur héritage en avance.
Peu importait que j'aie 70 ans devant moi ou 70 jours. Pour eux, je n'étais qu'un compte bancaire sur pattes qui devenait gênant. Dehors, ai-je dit en montrant la porte. Les trois, dehors de ma maison. Martin s'est levé avec cette expression de gamin capricieux qu'il avait quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Maman, on ne peut pas partir comme ça. On a des responsabilités. Le loyer, les paiements de la voiture, la carte de crédit que tu as cautionnée. Tu ne peux pas simplement nous couper du jour au lendemain. Je ne peux pas? Ai-je dit en haussant le ton pour la première fois de toute la conversation. Qui dit que je ne peux pas? Pendant 36 ans, j'ai payé un loyer qui n'est même pas à mon nom. J'ai rempli un frigo dans une maison où je ne suis pas la bienvenue. J'ai financé une vie où, clairement, il n'y a pas de place pour moi. Monsieur Ramirez a sorti une chemise de son attaché-caisse et l'a posée sur ma table. Madame Dulce, nous avons préparé quelques documents qui pourraient faciliter cette transition. Une procuration qui permettrait à Martin et Diana de gérer vos finances plus efficacement. Ce serait temporaire, juste jusqu'à ce que vous alliez mieux. J'ai pris la chemise et je l'ai jetée directement à la poubelle sans même l'ouvrir. La seule transition qui va se passer ici, c'est la vôtre vers la porte de sortie. Diana a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de frustration, de colère contenue. Tu ne peux pas nous faire ça, Dulce. On comptait sur toi. On a fait des plans basés sur ton soutien. On a acheté des choses. On a pris des engagements financiers parce qu'on savait qu'on pouvait compter sur toi. Des engagements basés sur mon argent, ai-je répondu. Pas sur mon bien-être, pas sur mon bonheur, pas sur ma compagnie. Juste sur mon argent. Et maintenant que j'ai décidé que mon argent avait un meilleur usage dans ma propre vie, soudain je suis une vieille confuse qui a besoin d'une tutelle légale? Martin a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai reculé d'un pas. Ce n'était plus l'enfant qui se jetait dans mes bras quand il faisait un cauchemar. C'était un homme de 35 ans qui voyait sa mère comme un obstacle entre lui et une vie confortable financée par d'autres. « Maman, on a fait des erreurs », a-t-il dit avec une voix qui essayait de sonner repentante. Le mariage a été un malentendu. Diana était nerveuse. J'étais sous pression. On peut arranger ça si tu redeviens raisonnable. Raisonnable. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Être raisonnable voulait dire continuer à payer leur vie pendant qu'ils me traitaient comme une étrangère. Vouloir faire semblant que ça ne me blessait pas d'avoir été exclu du jour le plus important de la vie de mon unique fils. Monsieur Ramirez a rangé ses papiers avec l'efficacité de quelqu'un. Habitué à ce qu'on ne lui refuse jamais ses propositions, il dit « Madame Dulce, ça ne s'arrêtera pas là. Votre famille a des options légales. Si vous prenez vraiment des décisions irrationnelles à cause de problèmes de santé mentale, un juge peut décider que vous avez besoin d'une tutelle. » Ces paroles furent comme un coup physique. Je compris que ce n'était pas juste une visite de manipulation familiale, c'était une menace légale réelle. Il voulait me déclarer inapte à gérer mes propres affaires. Monsieur Ramirez, lui ai-je dit en le regardant droit dans les yeux, je vous conseille de bien vous renseigner avant de menacer une femme de 69 ans qui a géré ses finances impeccablement pendant 40 ans, qui a élevé seul un fils après être devenue veuve, qui a maintenu un foyer, qui a travaillé jusqu'à une retraite honorable, et qui, jusqu'à la semaine dernière, subvenait aux besoins de deux adultes parfaitement capables. Diana a cessé de pleurer et m'a regardé avec une froideur qui montrait enfin son vrai visage. Ça ne va pas en rester là, Dulce. Nous avons aussi des droits et des avocats. Parfait, ai-je répondu. Engagez tous les avocats que vous voulez, avec votre propre argent, bien sûr, parce que le mien n'est plus disponible pour financer vos caprices juridiques. Les trois sont allés vers la porte avec la dignité blessée de ceux qui n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Avant de sortir, Martin s'est tourné vers moi une dernière fois. Maman, ça va très mal finir pour toi. Tu vas finir seul, sans personne pour s'occuper de toi quand tu en auras vraiment besoin. Martin, ai-je dit avec une profonde tristesse mais aussi une clarté parfaite, je suis déjà seul. La différence, c'est que maintenant c'est par choix, pas par votre négligence. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je suis resté debout dans mon salon, entouré du plus beau silence que j'avais entendu depuis des années. C'était le silence de la liberté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas par tristesse ou par regret, mais à cause de l'adrénaline d'avoir repris le contrôle de ma vie. Je suis resté éveillé au lit, planifiant mes prochains mouvements comme un général préparant une bataille. S'ils voulaient la guerre, je la leur donnerais.
Mais une guerre menée avec intelligence, pas avec les émotions. À 6 heures du matin, j'étais déjà habillé et prêt à sortir. Ma première étape fut le bureau de l'avocat Carlos Herrera, un homme que j'avais rencontré des années auparavant en préparant le testament de mon mari. Contrairement à Monsieur Ramirez, que Martin et Diana avaient amené, Carlos avait une réputation irréprochable et une spécialité, protéger les droits des personnes âgées. Doña Dulce, me dit-il après que je lui ai expliqué la situation, ce que vos enfants ont essayé de faire hier est plus courant que vous ne le croyez. Ça s'appelle l'abus financier envers les personnes âgées et c'est un crime fédéral. Le fait qu'ils soient entrés chez vous sans permission et qu'ils aient fouillé vos documents privés constitue aussi une infraction. Ces mots m'ont rassuré et inquiété à la fois. Rassuré, parce qu'ils confirmaient que je n'étais pas folle et que ce qui s'était passé était bel et bien abusif. Inquiété, car je comprenais que la situation était plus grave que je ne l'avais imaginé. Nous devons tout documenter, a continué Carlos. Chaque virement, chaque cadeau, chaque fois où ils vous ont mis sous pression pour de l'argent. Nous allons aussi modifier votre testament pour protéger vos biens de toute manipulation future. Nous avons passé 3 heures à examiner mes relevés financiers. Carlos a sifflé en voyant le total, 33 400 $ en 3 ans. Doña Dulce, avec cet argent, vous auriez pu vivre confortablement, voyager, profiter de votre retraite. À la place, vous avez financé entièrement la vie de 2 adultes qui ne vous respectaient même pas assez pour vous inviter à leur mariage. En sortant du bureau de Carlos, j'avais un plan complet. Premièrement, changer toutes les serrures de ma maison. Deuxièmement, installer un système de sécurité avec caméra pour me protéger des futures visites surprises. Troisièmement, ouvrir un nouveau compte bancaire dans une autre banque, sans aucun lien avec eux. Et quatrièmement, commencer à vivre la vie que j'avais repoussée depuis des années. Ma prochaine étape fut la quincaillerie. Le propriétaire, Don Raoul, me connaissait depuis longtemps, car j'y allais toujours pour acheter des choses destinées à réparer l'appartement de Martin et Diana. Mais cette fois, c'était différent. Doña Dulce, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Encore une urgence chez votre fils? Me demanda-t-il, avec cette familiarité de témoin silencieux de ma générosité gaspillée. Non, Don Raoul, cette fois, c'est pour ma propre maison. Je veux changer toutes les serrures et je veux la meilleure qualité que vous ayez. Il m'a regardé, surpris, mais n'a rien demandé. Pendant que je choisissais les serrures, son fils Fabian, qui installait des systèmes de sécurité, est arrivé. C'était comme un signe du destin. Fabian, lui ai-je dit, j'ai aussi besoin d'installer des caméras de sécurité. Le système complet, et le prix n'est pas un problème. Pendant qu'il préparait tout pour l'installation du lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Diana, qui appelait depuis le téléphone de quelqu'un d'autre, car j'avais bloqué son numéro après la confrontation d'hier. Dulce, c'est Diana. S'il te plaît, ne raccroche pas. Parlons comme des adultes civilisés. Parle, ai-je dit sèchement. Écoute, je comprends que tu sois fâché à cause du mariage. C'était une erreur. Martin et moi avons parlé et nous voulons te dédommager. Que dirais-tu d'un dîner spécial pour célébrer notre mariage avec toi? On pourrait le faire chez toi, cuisiner ensemble comme avant. La manipulation dans ses paroles était tellement évidente que j'ai failli rire. Diana, combien devez-vous exactement pour le loyer? Le silence à l'autre bout confirma que j'avais touché juste. Et, 2 mois, soit 1000 $, mais ce n'est pas seulement pour ça que j'appelle, Dulce. Tu nous manques vraiment dans nos vies. Je vous manque, moi, ou mon argent? Ai-je demandé directement. Les deux, répondit-elle avec une honnêteté qui me surprit. Dulce, je ne vais pas te mentir, oui, nous avons besoin de ton aide financière, mais nous t'aimons aussi. Tu es importante pour nous. Si je suis si importante, pourquoi je ne l'étais pas assez pour être à votre mariage? Pourquoi je ne le suis pas assez pour recevoir un appel qui ne demande pas d'argent? Quand est la dernière fois que vous m'avez appelé juste pour savoir comment j'allais? Un nouveau silence. Nous savions toutes les deux la réponse, jamais. Diana, je vais t'expliquer quelque chose une seule fois. Pendant 3 ans, vous m'avez traité comme un distributeur automatique avec des sentiments. Vous m'avez utilisé, ignoré, humilié, et finalement insulté de la pire manière possible. Maintenant que l'argent est parti, tout à coup vous découvrez que vous m'aimez. Dulce, s'il te plaît. Je ne l'ai pas laissé finir. Il n'y a pas de « s'il te plaît » qui compte.
Vous avez fait votre choix en décidant que je n'étais pas assez spécial pour votre mariage. Maintenant, je fais le mien. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Je ne voulais plus d'interruption pendant ma journée de libération. Cet après-midi-là, je suis allé au salon de beauté, où je n'avais pas mis les pieds depuis plus d'1 an. J'annulais toujours mes rendez-vous parce que Martin ou Diana avaient besoin de quelque chose d'urgent, ou parce que l'argent que je mettais de côté pour moi finissait dans une de leurs urgences. Et Donia Dulce. S'est écriée Cynthia, ma coiffeuse préférée. Quelle surprise! Je pensais que vous nous aviez oubliés. Je ne vous avais pas oublié, Cynthia, j'avais juste oublié que moi aussi je mérite de prendre soin de moi. Je me suis offert le traitement complet, coupe, couleur, manucure, pédicure. Pour la première fois depuis des années, j'ai dépensé de l'argent pour moi sans culpabilité. Pendant que Cynthia s'occupait de mes cheveux, elle m'a parlé de sa vie, de ses enfants, de ses rêves. C'était rafraîchissant d'avoir une conversation qui ne tournait pas autour des besoins de Martin et Diana. Vous êtes magnifique, Donia Dulce, m'a-t-elle dit quand elle eut fini. Mais plus que ça, vous avez l'air libre. Il s'est passé quelque chose de bien? Oui, Cynthia. J'ai enfin appris à dire non. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, il y avait une voiture garée devant ma porte que je ne reconnaissais pas. Mon cœur a accéléré un instant, pensant que peut-être Martin et Diana étaient revenus avec du renfort. Mais en m'approchant, j'ai vu qu'il s'agissait d'une femme âgée assise sur les marches de mon entrée. Donia Dulce, demanda-t-elle quand je descendis de ma voiture. Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Je suis Renata Vasquez. J'habite dans la maison d'Aix-en-Grave côté. Cela fait des années que nous sommes voisines, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de parler. Hier, j'ai entendu des voix très fortes chez vous et je me suis inquiété. Est-ce que tout va bien? Sa préoccupation sincère m'a profondément touché. Voilà une étrangère qui montrait plus d'intérêt pour mon bien-être que mon propre fils. Entrez, Donia Renata. Je vais vous préparer un café et je vais vous raconter une histoire que vous n'allez pas croire. Pendant que je préparais le café, je lui ai raconté toute la situation. Renata m'a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, et quand j'ai terminé, ses yeux étaient remplis de larmes. Donia Dulce, me dit-elle, vous avez fait ce qui était juste. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ma fille il y a 5 ans. Moi aussi je pensais que c'était mon obligation de financer sa vie d'adulte. Je croyais aussi que si je ne lui donnais pas d'argent, elle ne m'aimerait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté de lui donner de l'argent quand j'ai compris qu'elle ne m'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Au début, c'était terrible. Elle m'a menacé, m'a fait du chantage émotionnel, a essayé de me faire culpabiliser, mais après 6 mois, ma fille m'a appelé pour me présenter de vraies excuses. Maintenant, nous avons une vraie relation basée sur l'amour, pas sur l'argent. Ces paroles m'ont donné de l'espoir et m'ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Vous croyez que Martin et Diana comprendront un jour? Peut-être oui, peut-être non, répondit-elle honnêtement. Mais ce n'est plus votre responsabilité, Donia Dulce. Votre responsabilité maintenant, c'est de vivre votre propre vie. Ce soir-là, pour la première fois depuis 3 ans, je suis allé me coucher sans me soucier de savoir si Martin et Diana avaient de l'argent pour le loyer, pour la nourriture ou pour leurs caprices. Je me suis endormi en pensant à moi, à mes projets, à mon avenir, et j'ai dormi mieux que depuis des années. Le lendemain, Fabian et Don Raoul sont arrivés à 8 heures du matin pour changer les serrures et installer le système de sécurité. Pendant qu'ils travaillaient, mon téléphone ne cessait de sonner depuis des numéros inconnus. Diana continuait d'essayer de me contacter depuis différents téléphones, mais j'avais développé une nouvelle compétence, ignorer complètement les appels qui ne m'arrangeaient pas. Donia Dulce, me dit Fabian en installant les caméras, ce système va vous donner une tranquillité totale. Vous pourrez voir qui arrive chez vous depuis votre téléphone, même quand vous n'êtes pas là. Et si quelqu'un entre sans autorisation, une alerte est automatiquement envoyée à la police. L'ironie ne m'a pas échappé, j'installais un système de sécurité pour me protéger de mon propre fils. Mais ça ne me blessait plus comme avant. C'était juste une mesure pratique pour préserver ma nouvelle paix. Pendant qu'il travaillait, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, appeler ma sœur Diana au Mexique. Nous avions perdu contact parce qu'à chaque fois que nous parlions, je finissais par lui raconter les réussites de Martin et Diana, combien d'argent je leur avais donné, à quel point j'étais fier de pouvoir les aider. Maintenant,
je réalisais que nos conversations étaient devenues des rapports financiers déguisés en nouvelles familiales. Dulce, répondit Diana avec surprise, ma sœur, comment vas-tu? Ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé. Je vais bien, Diana, mieux que bien. En fait, je t'appelle pour te dire que j'ai enfin retrouvé la raison. Je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début, le mariage secret, l'humiliation, la visite avec l'avocat, ma décision de couper les financements. Diana m'a écouté en silence, et sa réponse m'a surprise. Dulce, ma sœur, il était temps. Chaque fois qu'on parlait, ça me brisait le cœur de t'entendre te vanter de combien d'argent tu leur avais donné, comme si l'amour se mesurait en dollars. Je voulais te dire quelque chose, mais je ne savais pas comment. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Que Martin ne parlait jamais de toi avec tendresse quand je le voyais aux réunions familiales. C'était toujours « ma mère m'a aidé pour ceci » ou « ma mère m'a acheté cela », mais jamais « ma mère me manque » ou « j'aime beaucoup ma mère ». C'était comme si tu étais un service, pas une personne. Ces paroles m'ont fait mal, mais c'était une douleur nécessaire, comme quand un médecin nettoie une plaie infectée, ça fait mal, mais c'est la guérison. Tu sais ce qui m'a encore plus frappé? Continua Diana. Diana parlait toujours de toi au futur. Quand Dulce ne sera plus là, on pourra rénover sa maison, ou, quand on héritera, on investira dans l'entreprise. Comme s'ils attendaient que tu meures pour commencer à vraiment vivre. Cette révélation m'a glacé. Non seulement ils me voyaient comme un distributeur automatique, mais aussi comme un obstacle temporaire entre eux et leur argent. Pendant que je me tuais à essayer de les rendre heureux, eux planifiaient un futur, sans moi. Après avoir raccroché avec Diana, je suis resté assise dans ma cuisine à digérer toutes ces informations. 45 ans de mariage avec un homme qui m'avait vraiment aimé. 35 ans à élever seul un fils après être devenue veuve. Et 3 ans à financer 2 adultes qui me voyaient comme un obstacle millionnaire. La sonnette a retenti, et j'ai vu sur mes nouvelles caméras que c'était Renata avec une tasse à la main. Je lui ai ouvert la porte, et elle m'a tendu du café fraîchement préparé. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de compagnie après tout ce que vous m'avez raconté hier, me dit-elle avec ce sourire sincère que j'avais déjà appris à apprécier. Nous nous sommes assises dans mon salon, et Renata m'a raconté plus de détails sur sa propre expérience. Ma fille me disait exactement les mêmes choses que Diana vous dit à vous, tu es comme une seconde mère pour moi, nous sommes spéciaux pour toi, un jour, tout sera à nous de toute façon. Ce sont des phrases préparées, Donia Dulce. Elles viennent tout droit du manuel de manipulation émotionnelle. Vous croyez qu'un tel manuel existe? Ai-je demandé à moitié en plaisantant. Pas officiellement, mais on dirait que tout le monde lit le même livre. Le chapitre 1, fais-la se sentir indispensable. Le chapitre 2, crée des urgences financières constantes. Le chapitre 3, si elle résiste, met en doute sa santé mentale. Nous avons ri, mais c'était un rire amer. C'était à la fois drôle et tragique de reconnaître des schémas aussi prévisibles dans le comportement de nos propres enfants. Vous vous êtes déjà senti coupable d'avoir coupé l'argent? Tous les jours, pendant les 3 premiers mois, répondit-elle honnêtement. Mais ensuite, j'ai commencé à voir les résultats. Ma fille a dû trouver un deuxième emploi. Son mari a arrêté de jouer au golf tous les week-ends et a commencé à chercher un travail en plus. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens, et surtout, ils ont appris que j'étais une personne, pas une ressource. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des années, visiter la tombe de mon mari. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas y aller, parce que Martin ou Diana avaient besoin de quelque chose, ou parce que l'argent du taxi était mieux dépensé pour l'une de leurs urgences. Le cimetière était calme et magnifique. La tombe de Roberto avait l'air un peu négligée, car cela faisait des mois que je n'étais pas venu la nettoyer. Je me suis assise dans l'herbe à côté de sa pierre tombale et je lui ai parlé comme s'il était vivant. Roberto, mon amour, je crois que je me suis perdu un moment. Après ton départ, j'ai mis toute mon énergie dans Martin. Je voulais être la meilleure mère du monde, pensant que ça compenserait l'absence d'un père, mais je crois qu'en chemin, j'ai oublié d'être moi-même. Le vent soufflait doucement, et pendant un instant, j'ai senti qu'il m'écoutait. Notre fils est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Ou peut-être qu'il a toujours été ainsi et que je n'ai pas voulu le voir. Tu sais déjà comment est sa femme. L'argent que tu m'avais laissé pour que je vive tranquille, je l'ai dépensé pour les entretenir. Mais c'est fini, mon amour. J'ai compris. J'ai nettoyé sa tombe, changé les fleurs fanées par des neuves,
et je suis resté là encore 1 heure à profiter de la paix. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressé de rentrer chez moi pour gérer une crise de Martin et Diana. En rentrant chez moi, il y avait de nouveau 3 voitures garées devant ma porte. Mon cœur a accéléré, mais cette fois, j'étais prête. Les caméras m'ont montré que c'était Martin, Diana et 2 personnes que je ne reconnaissais pas. Ils semblaient tous agités, parlant entre eux et désignant ma maison. Je ne suis pas sorti de la voiture. J'ai appelé Carlos, mon avocat. Carlos, ils sont encore devant chez moi. Cette fois, ils ont amené plus de monde. Que dois-je faire? Ne sortez pas de la voiture, Doña Dulce. J'arrive tout de suite et j'appelle la police. Après notre conversation d'hier, j'ai demandé une ordonnance de restriction temporaire. Ils n'ont pas le droit d'être sur votre propriété. 15 minutes plus tard, Carlos et 2 voitures de police sont arrivées. J'ai vu les officiers parler avec Martin et Diana, mon fils gesticulant furieusement, Diana pleurant encore, mais cette fois, ses larmes ne m'atteignaient plus. Un des policiers est venu à ma voiture. Madame, vous pouvez sortir tranquillement. Vos visiteurs vont partir immédiatement. Quand je suis descendu, Martin m'a crié depuis la rue. Maman, c'est ridicule. On est ta famille. Tu ne peux pas appeler la police contre ton propre fils. Martin, lui ai-je répondu avec un calme qui m'a moi-même surprise, la famille ne menace pas d'une procédure d'incapacité mentale. La famille n'entre pas dans une maison sans permission. La famille ne traite pas sa mère comme un distributeur automatique. Diana a crié de l'autre côté de la rue. Et tu vas nous rembourser tout ce que tu nous dois. On a des factures que tu as cautionnées. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Carlos est intervenu. Madame Diana, toute communication future devra passer par mon bureau. Et je vous conseille de consulter un avocat avant de faire des menaces de recouvrement, car ma cliente a une documentation complète de tous les paiements qu'elle a fait volontairement pendant 3 ans. Je les ai vus s'éloigner dans leur voiture, vaincus mais pas résignés. Je savais que ce n'était pas fini, mais pour la première fois depuis le début de cette histoire, je me sentais en confiance. J'avais une aide professionnelle, le soutien émotionnel de Renata et, plus important encore, une clarté d'esprit sur ce qui était bien et ce qui était mal. Ce soir-là, Renata m'invita à dîner chez elle. J'y rencontrai sa fille, venue lui rendre visite, et je pus voir de mes propres yeux à quoi ressemblait une relation familiale saine. Elles se parlaient avec respect, se demandaient sincèrement des nouvelles, riaient ensemble. Sa fille ne demanda pas d'argent une seule fois de toute la soirée. C'est ça que je voulais avec Martin, lui avouai-je après le départ de sa fille. Et peut-être qu'un jour vous l'aurez, me répondit-elle. Mais d'abord, il doit apprendre que vous êtes une personne qui mérite du respect, pas seulement une source de revenus. Pour la première fois depuis des semaines, je me couchais avec de l'espoir pour l'avenir. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Les caméras de sécurité me montraient que Martin et Diana passaient devant ma maison plusieurs fois par jour, parfois lentement, parfois en se garant quelques minutes, mais sans descendre de voiture. C'était comme s'ils étudiaient ma routine, cherchant le moment parfait pour leur prochain coup. Carlos m'avait conseillé de documenter chacune de ces visites, alors je tenais un registre précis avec les dates et les heures. Leur persistance va jouer en notre faveur, m'avait-il dit. Chaque apparition après leur avoir interdit de s'approcher renforce notre dossier pour l'ordonnance de restriction permanente. Le vendredi matin, je prenais tranquillement mon petit déjeuner quand la sonnette retentit. Les caméras me montrèrent une jeune femme très bien habillée, une chemise à la main et un sourire professionnel. Je ne la reconnaissais pas, mais quelque chose dans son attitude me disait que ce n'était pas une visite amicale. « Bonjour, Madame Dulce, dit-elle quand j'ouvris la porte. Je suis enquêtrice sociale du service d'aide aux adultes âgés. Nous avons reçu une plainte indiquant que vous pourriez être en situation à risque et devons effectuer une évaluation de bien-être. » Mon sang se glaça. Martin et Diana avaient franchi un nouveau cap. Ce n'étaient plus seulement des menaces d'avocats privés, ils avaient désormais impliqué le gouvernement. « Puis-je voir votre pièce d'identité » demandai-je en essayant de rester calme. « Bien sûr. » Elle me montra une carte officielle qui semblait authentique. « Je suis l'assistante sociale Raquel Méné. Puis-je entrer pour discuter avec vous ?» Je la laissai entrer, sachant que refuser aurait été pire pour mon dossier. Raquel s'assit dans mon salon et sortit un formulaire de sa chemise. « Madame Dulce, nous avons reçu des signalements indiquant que vous avez eu des changements significatifs dans votre comportement financier,
que vous avez coupé toute communication avec votre famille et que vous avez montré des signes de paranoïa en installant des systèmes de sécurité inutiles. On nous a également indiqué que vous avez refusé une aide médicale et juridique proposée par vos proches. Chaque mot était soigneusement choisi pour me faire passer pour une vieille femme déséquilibrée. Je reconnus la patte de Diana dans la formulation, elle avait toujours été habile pour manipuler les mots afin d'obtenir ce qu'elle voulait. Mademoiselle Raquel, dis-je avec toute la dignité que je pus rassembler, j'aimerais appeler mon avocat avant de répondre à vos questions. Madame, ce n'est pas un interrogatoire juridique, c'est une évaluation de bien-être. Si vous n'avez rien à cacher, il ne devrait pas y avoir de problème à discuter avec moi. Cette phrase « si vous n'avez rien à cacher » me mit en colère. C'était la même logique que les abuseurs utilisent pour justifier leurs intrusions, si vous êtes innocente, vous ne devriez pas vous plaindre qu'on viole votre vie privée. Mademoiselle, je vais appeler mon avocat. Vous pouvez attendre ici ou revenir un autre jour, mais je ne répondrai à aucune question sans représentation légale. J'appelai Carlos et il arriva en 20 minutes. En entrant et en voyant l'assistante sociale, son expression se durcit. Mademoiselle Méné, dit-il après avoir vérifié son identité, j'espère que vous avez un mandat judiciaire pour être ici, car ma cliente est sous ma représentation légale et toute évaluation non autorisée constitue du harcèlement. Monsieur, répondit Raquel, moins sûre d'elle, nous avons reçu des signalements d'une famille inquiète pour le bien-être de madame. C'est notre devoir d'enquêter. Et quelle famille, demanda sèchement Carlos. La même qui a essayé de lui faire signer une procuration sans avocat. La même qui est entrée chez elle sans permission et a fouillé ses documents privés. La même qui l'a exclu d'événements importants tout en vivant de son argent. Carlos sortit un dossier de son attaché-caisse et le posa sur la table. Voici la preuve complète de l'abus financier et émotionnel subi par ma cliente, 33 400 $ retirés de ses comptes en 3 ans, exclusion sociale systématique et chantage affectif. Si quelqu'un doit être enquêté ici, ce n'est pas ma cliente. Raquel consulta les documents, visiblement mal à l'aise. L'information qu'elle avait reçue ne correspondait manifestement pas à la réalité qu'elle avait devant elle. Madame Dulce, dit-elle enfin, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez cessé de soutenir financièrement votre fils de façon si soudaine? Parce que j'ai découvert qu'il m'utilisait. Parce que j'ai compris que, pour eux, je n'étais pas une mère mais un compte bancaire. Parce que j'en avais assez de financer la vie de gens qui me voyaient comme un poids. Mais, ne pensez-vous pas qu'il est de votre responsabilité d'aider votre famille? La question m'indigna. Mademoiselle Raquel, ma responsabilité de mère était d'élever mon fils jusqu'à ses 18 ans, de l'éduquer et de lui donner les outils pour devenir un adulte indépendant. Mon fils a 35 ans, il est marié et parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Financer sa vie d'adulte n'est pas ma responsabilité, c'est mon choix. Et j'ai choisi d'arrêter. Carlos intervint. Mademoiselle Méné, trouvez-vous normal qu'un adulte de 35 ans ne puisse pas payer son propre loyer sans l'aide de sa mère de 69 ans? Raquel ne répondit pas tout de suite. Je voyais qu'elle réévaluait toute la situation. Madame Dulce, me demanda-t-elle après un moment, vous gérez vos propres finances? Entièrement. Je peux vous montrer mes relevés bancaires, mes investissements, mes paiements d'impôts. Tout est à jour et en ordre. Vous vivez de façon indépendante? Comme vous pouvez le voir, ma maison est propre, je m'occupe de moi, je conduis, j'entretiens des relations sociales saines avec mes voisins. Prenez-vous des médicaments? Seulement des vitamines et des compléments. Je n'ai aucun problème médical nécessitant un traitement. Carlos ajouta. Ma cliente vient de passer un bilan médical complet dans le cadre de notre procédure légale. Elle est en parfaite santé mentale et physique. Raquel referma sa chemise et soupira. Madame Dulce, d'après cette conversation et les documents que j'ai consultés, je ne vois aucune preuve que vous soyez en danger ou que vous ayez besoin d'une intervention. Je vais clore ce dossier. Après son départ, Carlos et moi restâmes silencieux quelques minutes. Dulce, me dit-il finalement, ça va continuer à monter. Martin et Diana ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas retrouvé l'accès à votre argent. Nous devons nous préparer à leur prochain coup. Cet après-midi-là, en repensant à la visite de l'assistante sociale, je réalisais quelque chose d'important, je ne me sentais plus comme une victime, mais comme une femme qui avait pris le contrôle de sa vie et qui était prête à la défendre. J'appelai Diana pour lui raconter ce qui s'était passé. Dulce, ma sœur, me dit-elle après m'avoir écouté, tu sais ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire? Ce n'est pas la façon dont Martin et Diana se sont comportés,
c'est la force que tu as acquise. Ces mots me touchèrent profondément. Elle avait raison. Il y a un mois, la visite d'une assistante sociale m'aurait détruite. Elle m'aurait fait douter de moi-même. Elle m'aurait peut-être poussé à recommencer à financer Martin et Diana juste pour éviter les problèmes. Mais aujourd'hui, je restais ferme dans mes décisions. Ce soir-là, Renata vint me rendre visite avec une bouteille de vin. Donia Dulce, je veux fêter ça avec vous, fêter que vous avez résisté à une nouvelle attaque contre votre liberté et que vous en êtes sortie victorieuse. Chaque fois que vous tenez bon, vous devenez plus forte. Nous avons trinqué à ma nouvelle force, à ma nouvelle vie, à la liberté que j'attendais sans le savoir depuis des années. Renata, lui dis-je en buvant mon vin, pensez-vous qu'un jour je cesserai de regretter le Martin qu'il était enfant? Probablement pas, répondit-elle honnêtement. Mais vous arrêterez de laisser cette nostalgie vous maintenir prisonnière du Martin qu'il est aujourd'hui. Ces mots contenaient une sagesse profonde. Je pouvais aimer l'enfant qu'avait été mon fils sans permettre à l'adulte abusif qu'il était devenu de continuer à me blesser. Cette nuit-là, je dormis profondément, sachant que chaque jour je devenais plus forte, plus indépendante, plus libre. Martin et Diana pouvaient continuer à essayer de me manipuler, de me faire du chantage ou de m'effrayer, mais ils avaient déjà perdu leur pouvoir sur moi. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer. 2 semaines passèrent sans nouvelles de Martin et Diana, et je commençais à croire qu'ils avaient peut-être accepté la réalité. Mais un mardi matin, alors que j'arrosais les plantes de mon jardin, je vis une voiture inconnue se garer devant chez moi. En descendirent un homme âgé en costume et une jeune femme portant des chemises à documents. Mon cœur accéléra, mais cette fois non pas de peur, mais d'indignation. Combien de fois allait-il encore tenter la même chose? L'homme s'approcha de ma porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Madame Dulce Martinez, je suis le docteur Ricardo Vega, psychiatre gériatrique. Voici mon assistante, maître Patricia. Votre famille nous a engagés pour faire une évaluation de votre état mental. Je n'ai pas besoin d'évaluation psychiatrique, répondis-je depuis mon jardin, sans m'approcher. Et vous êtes sur une propriété privée sans autorisation. Madame, insista le docteur Vega, votre fils est très inquiet pour vous. Il dit que vous avez eu des changements drastiques de personnalité, des comportements irrationnels avec l'argent et des épisodes de paranoïa. Une simple évaluation pourrait dissiper toutes ces inquiétudes. L'assistante Patricia ajouta d'une voix mielleuse. Ce n'est qu'une conversation, Madame Dulce. Si vous allez bien, comme vous le dites, l'évaluation le confirmera et votre famille sera rassurée. Je reconnus immédiatement la tactique, la même que Diana avait utilisée. Si vous n'avez rien à cacher, vous ne devriez pas avoir de problème. Mais je n'étais plus la femme naïve d'il y a un mois. Le docteur Vega, dis-je avec autorité, j'ai 69 ans et j'ai géré mes affaires de manière indépendante toute ma vie adulte. Je ne vais pas me soumettre à des évaluations psychiatriques simplement parce que mon fils n'aime pas que j'ai cessé de financer sa vie. Madame, nous comprenons votre résistance, dit Patricia avec cette voix condescendante qu'on utilise avec les enfants, mais l'évaluation est pour votre bien. Mon bien? Le rire qui sortit de ma gorge fut amer. Vous savez ce qui a été pour mon bien? Arrêter de payer le loyer de 2 adultes qui me traitaient comme une moins que rien. Vous savez ce qui a aussi été pour mon bien? Installer des caméras pour me protéger de membres de ma famille qui entrent chez moi sans permission. À ce moment-là, Carlos arriva en voiture. En le voyant, le docteur Vega et Patricia échangèrent un regard gêné. Le docteur Vega, dit Carlos en descendant, j'espère que vous avez un mandat judiciaire pour être ici, car sinon vous violez l'ordonnance de restriction que nous avons contre la famille de ma cliente. Nous ne sommes pas de la famille, répondit le docteur sur la défensive. Nous sommes des professionnels de santé mentale, engagés par des proches inquiets. Engagés par des proches qui ont interdiction de s'approcher de ma cliente, répliqua sèchement Carlos. Ce que vous faites s'appelle du harcèlement par personne interposée et c'est tout aussi illégal. Carlos sortit son téléphone et appela la police. Officier, j'ai besoin que vous veniez retirer 2 personnes de la propriété de ma cliente. Elle viole une ordonnance de restriction. En attendant la police, le docteur Vega tenta de justifier sa présence. Madame Dulce, votre fils nous a montré des preuves inquiétantes, des factures médicales impayées, des médicaments accumulés, des comportements financiers erratiques. Le docteur, l'interrompis-je, mon fils vous a menti. Je n'ai pas de facture médicale en attente parce que je ne suis pas malade. Je n'ai pas de médicaments accumulés parce que je n'en prends pas.
Et mes comportements financiers sont parfaitement rationnels, j'ai simplement arrêté de donner de l'argent à des gens qui me maltraitaient. Mais, madame, insista Patricia, votre famille dit que vous avez menacé de les déshériter complètement et que vous avez modifié votre testament sans consulter personne. Bien sûr que j'ai changé mon testament. Ma voix monta pour la première fois depuis le début de la conversation. Pourquoi laisserais-je mon héritage à des gens qui m'excluent des moments importants de leur vie? Pourquoi récompenserais-je l'abus avec de l'argent? 2 voitures de police arrivèrent, et l'officier Johnson, qui connaissait déjà la situation à cause des précédentes visites, s'adressa au docteur Vega. Docteur, je vous demande de quitter cette propriété immédiatement. Cette dame a une ordonnance de protection en vigueur. Officier, nous sommes des professionnels de santé, nous ne violons aucune loi. Si, vous la violez, intervint Carlos. Vous êtes ici en tant que représentant de personnes qui ont interdiction d'approcher ma cliente. C'est du harcèlement indirect. Le docteur Vega et Patricia partirent en maugréant, mais avant de monter dans leur voiture, Patricia me lança. Madame Dulce, votre famille veut juste vous aider. Ne laissez pas les gens vous isoler de ceux qui vous aiment. Les personnes qui m'aiment n'essaient pas de me faire passer pour folle pour me voler mon argent. Lui criai-je en retour. Après leur départ, Carlos et moi nous assîmes dans mon salon pour planifier la suite. Dulce, me dit-il, ça a déjà dépassé les limites. Martin et Diana dépensent un argent qu'ils n'ont pas pour engager des professionnels afin d'essayer de vous faire déclarer incompétente. Ça veut dire qu'ils sont désespérés. Que peuvent-ils faire de plus? Ils peuvent tenter un procès pour incapacité. C'est coûteux et difficile à gagner, mais s'ils trouvent un juge complaisant et un psychiatre prêt à témoigner en leur faveur, ils pourraient obtenir la nomination d'un tuteur. L'idée me terrifia. Ils pourraient me retirer le contrôle de mon argent. Ils peuvent essayer, poursuivit Carlos, mais nous avons des preuves solides que vous êtes parfaitement saine d'esprit et qu'ils sont motivés par la cupidité, pas par une vraie inquiétude. Cet après-midi-là, j'appelai Diana pour me confier. Ma sœur, me dit-elle après m'avoir écouté, te rends-tu compte jusqu'où ils sont prêts à aller pour de l'argent? Ils mettent en danger les liens familiaux, dépensent en avocats et en médecins, ruinent leur propre réputation, tout ça pour avoir de nouveau accès à ton compte bancaire. Ces mots me firent réfléchir. Martin et Diana avaient révélé leur vraie nature, entièrement. Il n'y avait plus de retour possible. Aucune réconciliation authentique n'était envisageable. Pour eux, je n'avais jamais été une mère ou une belle-mère respectée. J'avais toujours été seulement de l'argent sur pattes. Cette révélation, bien que douloureuse, fut aussi libératrice. Je n'avais plus à me demander si je prenais la bonne décision. Je n'avais plus à me sentir coupable de me protéger. Ils avaient eux-mêmes prouvé que mon bien-être émotionnel et physique comptait moins que mon argent. Le soir, Renata vint me rendre visite avec une surprise, elle avait invité ses amis du club de jardinage pour me rencontrer. Dulce, me présenta-t-elle, voici mes amis, Signa, que vous connaissez déjà du salon, Maria Elena, Carmen et Esperanza. Nous avons toutes vécu des situations similaires avec des proches abusifs. Nous avons passé la soirée à partager nos histoires. Maria Elena avait dû poser des limites à un frère qui lui demandait constamment de l'argent. Carmen avait coupé les ponts avec une fille qui ne lui rendait visite que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Esperanza avait dû changer son testament après avoir découvert que ses petits-enfants la voyaient comme leur plan de retraite. Ce qui me fait le plus mal, avouai-je, ce n'est pas de perdre l'argent que je leur ai donné, mais de réaliser que je n'ai jamais eu l'amour que je croyais avoir. Dulce, me dit Esperanza, avec la sagesse de ses 80 ans, le véritable amour ne s'achète ni ne se vend. Si vous deviez le payer, il n'a jamais été réel. Ces paroles furent comme un baume pour mon âme blessée. Elle avait raison, j'avais acheté de l'attention, pas de l'amour. J'avais financé une illusion. Savez-vous ce que j'ai découvert? Dis-je à mes nouvelles amies. La solitude, entourée de gens qui ne vous aiment pas, est pire que la solitude d'être seul. Au moins, maintenant, quand je suis seul, je suis en bonne compagnie. Toutes éclatèrent de rire et nous avons trinqué à notre nouvelle sagesse. Ce soir-là, après le départ de mes nouvelles amies, je m'assis dans mon jardin pour réfléchir. Les étoiles brillaient plus que jamais, ou peut-être que je les voyais avec des yeux plus clairs. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais entièrement seul financièrement. Je n'avais plus de personne à charge, plus de responsabilités économiques envers qui que ce soit d'autre que moi-même. Et au lieu de m'effrayer, cette réalité m'enthousiasmait. Je pouvais voyager si je le voulais,
rénover ma maison, m'acheter de jolis vêtements, faire des dons à des associations qui me tenaient à cœur, investir dans mon propre avenir au lieu de financer le présent de gens ingrats. La liberté avait le goût de l'espoir et, pour la première fois depuis des années, j'avais envie de planifier mon avenir. Un mois après la visite du psychiatre, je pensais avoir enfin gagné la guerre. Je m'étais installé dans une belle routine. Je prenais mon petit déjeuner tranquillement en lisant le journal. Je m'occupais de mon jardin, je déjeunais avec Renata ou avec l'une de mes nouvelles amies, et l'après-midi je me consacrais à des activités que j'avais abandonnées depuis des années. J'avais repris la peinture, quelque chose qui me passionnait avant de devenir la banquière personnelle de Martin et Diana. Mais un jeudi matin, alors que je peignais des fleurs sur mon nouveau chevalet, Carlos arriva chez moi avec une expression sombre qui me glaça le sang. « Dulce, il faut qu'on parle. Martin et Diana ont déposé une demande officielle d'incapacité mentale au tribunal de la famille. Ils demandent qu'on vous attribue un tuteur légal. » Ces mots tombèrent sur moi comme des pierres. Je savais que c'était une possibilité, mais l'entendre à voix haute le rendait terriblement réel. Ça veut dire qu'ils peuvent me retirer le contrôle de mon argent? Si un juge décide que vous n'êtes pas capable de gérer vos affaires, oui, il pourrait nommer Martin comme votre tuteur légal, ce qui lui donnerait un contrôle total sur vos finances. Je m'assis lourdement sur mon canapé, sentant le poids de la trahison la plus profonde que j'ai jamais vécue. Mon propre fils essayait de me faire déclarer légalement incompétente pour me voler mon argent. Carlos, quelles preuves peuvent-ils avoir? Vous savez très bien que je suis parfaitement lucide. Ils ont les déclarations de 3 témoins qui disent vous avoir vu agir de façon étrange. Ils ont aussi présenté des factures médicales que, selon eux, vous n'avez pas payées, et des médicaments que vous accumuleriez sans les prendre. Mais c'est faux. Je n'ai aucune facture médicale en retard et aucun médicament accumulé. Je le sais, Dulce, mais ils ont fabriqué des preuves qui semblent convaincantes. Ils ont aussi la déclaration du docteur Vega disant que vous avez refusé de coopérer pour une évaluation psychiatrique, ce qu'ils interprètent comme une preuve de déclin mental. La manipulation était diabolique. Ils avaient transformé mon refus de passer un examen inutile en preuve que j'étais malade mentalement. Ils utilisaient mon instinct de me protéger contre comme preuve que j'avais besoin de protection. Et qui sont les 3 témoins? Carlos consulta ses papiers. Diana, bien sûr, un voisin nommé Roré Herrera, et quelqu'un qui dit être votre pharmacien, Eduardo Ruiz. Roré Herrera était le voisin d'en face, un homme désagréable qui m'en voulait toujours parce que mes amis se garaient parfois devant chez lui. Eduardo Ruiz était bien mon pharmacien, mais je ne comprenais pas ce qu'il avait pu dire contre moi. Je dois parler à Eduardo, dis-je à Carlos. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes allés ensemble à la pharmacie cet après-midi-là. Eduardo m'accueillit avec surprise et nervosité. Doña Dulce, quel plaisir de vous voir. Comment allez-vous, Eduardo? On m'a dit que vous aviez signé une déclaration affirmant que j'ai des comportements étranges avec mes médicaments. Son visage devint rouge comme une tomate. Doña Dulce, votre belle-fille est venue il y a quelques semaines me demander des informations sur vos médicaments. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait parce que vous agissiez de manière bizarre. Et vous, qu'avez-vous répondu? Je lui ai expliqué que vous achetez seulement des vitaminées, parfois, de l'aspirine, et que vous n'avez pas de prescription médicale régulière. Mais elle a insisté en disant que c'était une preuve que vous ne preniez pas soin de votre santé correctement. Carlos intervint. Eduardo, avez-vous signé un papier? Oui, elle m'a donné un document qui disait que je confirmais que Madame Dulce avait des habitudes irrégulières dans l'achat de ses médicaments. Je pensais que c'était pour une assurance santé ou quelque chose du genre. Je ne savais pas que c'était pour un procès. Mon propre pharmacien avait été trompé pour signer quelque chose qu'il ne comprenait pas vraiment. La manipulation de Diana n'avait aucune limite. Eduardo, j'ai besoin que vous écriviez une déclaration expliquant exactement ce qui s'est passé et précisant que je n'ai aucun problème avec mes médicaments. Bien sûr, Doña Dulce, je me sens vraiment mal pour ce malentendu. Après la pharmacie, nous sommes allés confronter Roré Herrera. Quand nous avons frappé à sa porte, il nous a reçus avec une hostilité évidente. « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Herrera ?» demanda Carlos. « Je crois comprendre que vous avez signé une déclaration sur le comportement de ma cliente. » « Et alors ? » ?»« Oui, je l'ai fait. Cette femme est folle. Elle agit bizarrement depuis des semaines. Pouvez-vous préciser quel comportement vous avez observé? Installer des caméras comme si elle vivait en zone de guerre, recevoir des gens étranges à toute heure,
criait dans la rue contre sa famille. Je compris que Roré avait tout interprété de travers. Les caméras, je les avais installées pour me protéger. Les gens étranges étaient mes nouvelles amies. Les cris étaient quand je défendais ma maison contre les intrusions de Martin et Diana. Monsieur Herrera, savez-vous pourquoi j'ai installé ces caméras? Non, et je m'en fiche. Pour me protéger de mon fils et de ma belle-fille qui entraient chez moi sans permission et me menaçaient. C'est bien le genre de choses qu'une folle dirait, répondit-il avec cruauté. Il n'y avait aucun moyen de raisonner avec lui. Son témoignage reposait sur des observations superficielles, interprétées avec malveillance. Ce soir-là, Carlos et moi avons commencé à préparer notre défense. Dulce, il nous faut notre propre évaluation psychiatrique. J'ai une collègue, la docteure Elena Moral, experte en évaluation de capacité mentale. Elle pourra confirmer officiellement que vous êtes parfaitement lucide. Et si Martin et Diana soudoyaient le juge? Et si tout cela ne servait à rien parce qu'ils avaient déjà décidé de me déclarer incompétente? Dulce, le système judiciaire n'est pas parfait, mais il n'est pas complètement corrompu. Nous avons des preuves solides de votre compétence mentale et des motivations financières de vos enfants. Nous allons nous battre. Le lendemain, je suis allé à la consultation avec la docteure Moral. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux à la fois gentils et perçants. Madame Dulce, je vais vous poser une série de questions et vous faire passer des tests pour évaluer votre capacité mentale. Prenez votre temps et répondez honnêtement. Pendant 2 heures, elle m'interrogea sur ma mémoire, ma capacité de raisonnement, ma compréhension financière et ma santé émotionnelle. Elle me fit aussi passer des tests cognitifs et me demanda de résoudre des problèmes mathématiques et logiques. Madame Dulce, me dit-elle à la fin, vos résultats sont largement au-dessus de la moyenne pour votre âge. Vous n'êtes pas seulement mentalement compétente, votre capacité cognitive est excellente. Docteur, pourquoi pensez-vous que ma famille fait ça? En me basant sur ce que vous m'avez raconté et sur les documents que j'ai examinés, cela ressemble à un cas classique d'abus financier sur personnes âgées. Malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le croit. Je sortis de la consultation en me sentant validé, mais aussi triste. La confirmation professionnelle que j'étais saine d'esprit me soulageait, mais confirmait aussi que la bataille judiciaire était réelle et nécessaire. Cet après-midi-là, Renata organisa une réunion d'urgence avec toutes nos amies du club de jardinage. Quand je leur parlais de la demande d'incapacité, elles furent toutes indignées. Dulce, dit Maria Elena, nous viendrons témoigner pour toi. Nous sommes avec toi depuis des semaines et n'importe qui peut voir que tu vas parfaitement bien. Même mieux que bien, ajouta Carmen. Tu es plus lucide et plus forte que beaucoup de femmes de 40 ans que je connais. Esperanza, avec sa sagesse de ses 80 ans, me prit les mains. Dulce, ma fille, ce que tes enfants font, ce n'est pas nouveau. Depuis des générations, des enfants cupides ont essayé de faire passer leurs parents pour fous afin de s'emparer de leur argent. Mais toi, tu as quelque chose que beaucoup de ces victimes n'avaient pas, de la documentation, un soutien juridique et des amis prêts à témoigner pour toi. Ces mots me redonnèrent espoir. Je n'étais pas seul dans cette bataille. J'avais une armée de femmes fortes qui avaient vu ma transformation de leurs propres yeux. Vous savez ce qu'il y a de plus triste dans tout ça? Dis-je. C'est que Martin et Diana sont prêts à détruire toute chance de réconciliation future pour de l'argent. Même si j'étais prête à pardonner tout le passé, il n'y a plus de retour possible. Et c'est peut-être mieux ainsi, me répondit Cynthia. Au moins maintenant, tu sais exactement qui ils sont et tu peux agir en conséquence. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je pleurais pour de vrai. Pas de tristesse, mais de deuil. Je faisais mes adieux définitifs au fils que je pensais avoir, au rêve d'une famille aimante, à l'illusion que l'amour inconditionnel était réciproque. Mais en même temps, quelque chose de nouveau naissait en moi, une détermination de fer à ne pas laisser me voler non seulement mon argent, mais aussi ma dignité et ma liberté. La guerre avait officiellement commencé, mais j'étais prête à me battre. Le jour du procès arriva 3 semaines plus tard. Je me levai tôt, m'habillai avec mon plus beau tailleur noir et me regardai dans le miroir avec une détermination que je n'avais jamais ressentie. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement ma capacité mentale qui allait être jugée. C'était ma dignité en tant qu'être humain, mon droit de vivre sans abus, ma valeur au-delà de mon compte en banque. Carlos arriva à 7 heures du matin pour revoir notre stratégie une dernière fois. Dulce, souvenez-vous que c'est à eux d'apporter la preuve. Ils doivent démontrer que vous êtes incompétente.
Nous devons juste montrer que vous ne l'êtes pas. Et si le juge est déjà contre moi? Le juge Harrison a la réputation d'être juste. J'ai étudié ses affaires précédentes, il ne favorise pas automatiquement les familles. Il se soucie de protéger les droits des personnes âgées. Nous arrivâmes au tribunal à 9 heures. Dans le couloir, je vis Martin dans un costume neuf, sûrement acheté pour l'occasion, et Diana habillée en noir comme pour un enterrement. Peut-être que c'en était un, celui de notre relation familiale. Quand nos regards se croisèrent, Martin évita mes yeux, mais Diana soutint le mien avec une froideur qui me confirma que, pour elle, tout cela n'était qu'une affaire. Leur avocat était un homme plus âgé, élégant, avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà gagné des affaires similaires. Quand il commença sa plaidoirie, sa stratégie devint claire, me dépeindre comme une vieille femme confuse manipulée par des étrangers pour m'éloigner de ma famille aimante. Votre honneur, dit-il d'une voix solennelle, Madame Dulce Martinez a montré un déclin mental évident ces derniers mois. Elle a coupé tout soutien financier à sa famille sans explication rationnelle. Elle a installé des systèmes de sécurité inutiles par paranoïa et s'est isolée de ses proches sous l'influence de voisins et d'avocats qui profitent clairement de sa condition vulnérable. Chaque mot était choisi pour faire passer mon autonomie pour de la démence, et ma liberté pour une manipulation extérieure. Ensuite, ils appelèrent leurs témoins. Diana fut la première à témoigner, et sa performance méritait un Oscar. Elle pleura en décrivant comment j'avais, complètement changé, comment j'étais devenu hostile et paranoïaque, comment je m'étais isolé de la famille qui m'aimait. Votre honneur, dit-elle d'une voix brisée, Dulce a toujours été comme une seconde mère pour moi. Voir son déclin mental a été dévastateur. Nous voulons seulement l'aider à recevoir les soins dont elle a besoin. Des mensonges enveloppés dans des larmes convaincantes. Quand Carlos l'interrogea, les failles commencèrent à apparaître. Madame Diana, pouvez-vous dire à la cour quand vous avez appelé ma cliente pour la dernière fois sans lui demander de l'argent? Eh bien, nous parlions toujours de beaucoup de choses. Une date précise? Je ne me souviens pas des dates exactes. Mais c'est vrai que vous et votre mari vous êtes mariés sans inviter ma cliente? C'était une toute petite cérémonie. Et c'est vrai que, quand elle a demandé, vous lui avez répondu que seules les personnes spéciales étaient invitées? Diana rougit. Ces mots ont été sortis de leur contexte. Et quel serait le bon contexte pour dire à votre belle-mère qu'elle n'est pas spéciale? Elle ne put pas répondre clairement. Martin fut le suivant. Le voir jurer de dire la vérité avant de mentir sur ma santé mentale fut l'un des moments les plus douloureux de ma vie. C'était l'enfant que j'avais élevé seul, à qui j'avais consacré toute ma vie. Ma mère a toujours été très généreuse avec nous, témoigna-t-il, mais dernièrement elle est devenue erratique et irrationnelle. Nous pensons qu'elle est manipulée par des gens qui profitent d'elle. Quand Carlos l'interrogea, son masque tomba. Monsieur Martin, combien d'argent avez-vous reçu de votre mère ces 3 dernières années? Je ne sais pas exactement. 3000 $, c'est à peu près ça? Peut-être. Et combien de fois l'avez-vous visité sans lui demander d'argent? Le silence fut lourd. C'est vrai que vous et votre femme êtes entrés chez ma cliente sans permission et avez fouillé ses documents privés? Nous étions inquiets pour elle. Et c'est vrai que vous avez amené un avocat pour la pousser à signer une procuration? Nous voulions l'aider à gérer ses finances. À 35 ans, vous avez besoin de l'aide de votre mère de 69 ans pour payer votre loyer? Martin ne put pas répondre dignement. Roré Herrera témoigna sur mes prétendus comportements étranges, mais quand Carlos lui demanda des détails, il admit qu'il ne m'avait jamais parlé directement et que ses propos venaient uniquement d'observations superficielles. Le docteur Vega affirma que mon refus d'une évaluation prouvait un déclin mental, mais Carlos présenta l'évaluation de la docteure morale, qui contredisait totalement ses conclusions. Puis ce fut notre tour. Carlos appela d'abord Eduardo, mon pharmacien, qui expliqua comment il avait été trompé pour signer une déclaration fausse sur mes achats de médicaments. La docteure morale témoigna de mon excellent état mental, avec des résultats cognitifs impeccables. Don Carlos, de la banque, expliqua que mes décisions financières, comme l'arrêt de virements automatiques, étaient parfaitement rationnelles et correctement exécutées. Renata et mes amis du groupe de jardinage parlèrent de ma lucidité, de ma nouvelle énergie et de ma capacité à entretenir des relations sociales saines. Enfin, ce fut à moi. Je me levai avec dignité, marchai vers la barre, sentant le poids de mes 69 ans d'expérience, de la sagesse forgée dans la douleur, de la force trouvée dans l'adversité. Carlos me guida pour raconter toute mon histoire. Les 3000 $ donnés en 3 ans,
l'humiliation d'être exclu du mariage, la manipulation émotionnelle constante, l'invasion de ma vie privée, les menaces légales. Madame Dulce, pourquoi avoir coupé le soutien financier à votre fils et votre belle-fille? Parce que j'ai enfin compris que ce n'était pas de l'amour que je recevais d'eux, répondis-je clairement. C'était une transaction commerciale déguisée en relation familiale. Mon argent était bienvenu, mais moi, comme personne, je ne l'étais pas. Regrettez-vous votre décision? Je regrette seulement d'avoir mis autant de temps à la prendre. L'avocat de Martin essaya de me faire passer pour confuse, mais je répondis à chacune de ses questions avec clarté et précision. Quand il insinua que mes nouvelles amitiés m'avaient manipulé, j'expliquai que, pour la première fois depuis des années, j'avais des relations basées sur le respect mutuel, et non sur l'intérêt financier. Dans ses plaidoiries, l'avocat de Martin continua à dire que j'étais victime d'une influence extérieure. Carlos, lui, fut implacable. Votre honneur, nous n'avons pas ici une vieille femme incompétente, mais une femme qui a enfin trouvé la force de se libérer de longues années d'abus financiers et émotionnels. Les plaignants n'ont présenté aucune preuve médicale réelle d'incompétence. Ce qu'ils montrent, c'est leur frustration parce que leur source de revenus a choisi d'exercer son droit de protéger ses biens. Le juge Harrison se retira pour délibérer 2 heures, qui semblèrent durer 2 ans. Quand il revint, son visage était sérieux mais clair. Après avoir examiné toutes les preuves, dit-il, il est évident pour ce tribunal que Madame Dulce Martinez est en pleine possession de ses facultés mentales. Les évaluations psychiatriques confirment sa compétence. Ses décisions financières, même si elles sont douloureuses pour sa famille, sont totalement rationnelles et dans ses droits. Mon cœur battit plus fort. De plus, ajouta le juge, les preuves suggèrent que cette demande est motivée par l'intérêt financier plutôt que par une réelle inquiétude pour le bien-être de Madame Martinez. Le tribunal rejeta complètement la demande de tutelle. J'avais gagné. J'avais gagné non seulement la bataille judiciaire, mais aussi ma liberté, ma dignité, mon droit de vivre sans être abusé par ceux qui étaient censés m'aimer. En sortant du tribunal, je vis Martin et Diana discuter furieusement avec leur avocat. Diana me lança un regard de haine pure avant de s'éloigner. Martin me regarda encore une fois et, pendant une seconde, je crus voir quelque chose qui ressemblait à du regret, mais il était déjà trop tard. Ce soir-là, Renata organisa une fête chez moi avec toutes nos amies. Nous avons porté un toast à la justice, à la liberté, à la fraternité entre femmes fortes qui se soutiennent. Dulce, me dit Esperanza, aujourd'hui tu n'as pas seulement gagné un procès, tu as récupéré ta vie. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, l'avenir m'appartenait entièrement. Je pouvais voyager, aimer, créer, vivre sans peur, sans culpabilité, sans manipulation. 3 mois plus tard, je vendis ma maison et m'installai dans un magnifique appartement près du centre-ville. Je fis don de la moitié de mon argent à des organisations qui protègent les personnes âgées contre les abus familiaux. Avec l'autre moitié, je commençai à vivre la vie que j'avais toujours voulu. Je voyageai en Europe, pris des cours d'art, rejoignis des groupes de bénévolat. Je n'eus plus jamais de nouvelles de Martin et Diana. J'appris par d'autres qu'ils avaient dû déménager dans un appartement plus petit et que Diana avait trouvé un travail pour la première fois depuis des années. Peut-être que l'adversité leur apprendrait ce que ma générosité n'avait jamais pu leur enseigner, la valeur du travail honnête et de l'indépendance. Certaines nuits, quand je regarde les étoiles depuis mon nouveau balcon, je pense à la femme que j'étais il y a 1 an, craintive, manipulée, croyant devoir acheter l'amour. Cette femme n'existe plus. À sa place est née une personne qui a compris une vérité essentielle, l'amour véritable n'a jamais de prix et la liberté n'est jamais trop chère. Je m'appelle Dulce, j'ai 70 ans et j'ai enfin appris que la personne la plus importante à aimer et à protéger, c'est moi-même.